Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 131e numéro. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par un triste anniversaire. Cela fait 3 ans que l'Ukraine est en guerre pour défendre son territoire contre la Russie. Une douzaine de dirigeants européens et canadiens sont arrivés à Kiev pour manifester leur soutien et celui de leur nation face à l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en réponse aux paroles agressives et mensongères du président Trump l'appelant à quitter le pouvoir, a déclaré qu'il serait prêt à démissionner en échange de l'adhésion de son pays à l'OTAN. La Russie, pendant ce temps, a lancé sa plus grande attaque de drones à ce jour. Poursuivons plus longuement par les élections en Allemagne. Les élections de ce week-end se sont déroulées comme prévu par les sondages, le conservateur Friedrich Merz émergeant comme le prochain chancelier. Mais différents acteurs et candidats revendiquent la victoire. Alors, examinons 4 façons d'interpréter les résultats. Ce peut être une victoire de l'establishment. Les électeurs ont clairement rejeté les partis impliqués dans la dernière coalition qui dirigeait l'Allemagne, mais environ 75% des personnes ont quand même fini par soutenir les partis de gouvernement allemands principaux. Ainsi, le Bundestag a moins de partis représentés en son sein qu'à la législature précédente. De plus, en mettant Merz aux commandes, les électeurs ramènent également au pouvoir le parti d'Angela Merkel. Si les Allemands veulent clairement du changement, ils le veulent toujours dans le cadre des garde-fous de principaux partis allemands. On notera d'ailleurs que si Merz est arrivé en tête, avec 5 points de plus qu'aux dernières élections, son parti a enregistré son 2e pire résultat de l'histoire à 28,5% des suffrages et qu'il semble susceptible de faire face à une forte opposition à l'avenir. C'est un homme de droite, économiquement très libéral, et à 69 ans, il sera le chancelier le plus âgé d'Allemagne depuis l'arrivée au pouvoir de Konrad Adenauer en 1949. Ce peut être donc une victoire des idées de droite et d'extrême droite. Alice Weidel, la chef de file du parti d'opposition nationaliste populiste, Alternative pour l'Allemagne, ou AfD, a qualifié le résultat de glorieux succès à la télévision puisque l'AfD arrive en 2e position avec 20,8% des voix. C'est le meilleur résultat national de ses idées et son parti depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a doublé son score de 2021 et se trouve en pôle position dans les Länder de l'Est et au niveau national dans la tranche d'âge 35-44 ans, ainsi que chez les jeunes hommes. De plus, son programme convainc, les principaux partis s'accordent désormais sur la nécessité d'une réforme de l'immigration. Merz promet d'ailleurs un plan en 15 points. Si on additionne les partis se revendiquant à droite, c'est la moitié de l'électorat qui penche à droite ou son extrême. Il n'était qu'un tiers environ en 2021. Cela étant, Friedrich Merz, excluant toute coalition avec l'AfD, car pour lui il ne s'agit pas de la même droite, le chef du CDU-CSU considère l'AfD comme dangereusement extrémiste, mais aussi bien trop eurosceptique et pro-russe pour le bien de l'Allemagne. Ainsi, c'est peut-être l'Europe qui y gagne. Le résultat le plus probable de ces élections est désormais un retour à la grande coalition allemande traditionnellement stable entre le centre-droit de Merz et le centre-gauche de l'ancien chancelier Olaf Scholz et celui des Verts. Merz semble également avoir les moyens de modifier la constitution allemande pour assouplir le fameux frein à l'endettement du pays. Cela lui donnerait plus de pouvoir budgétaire pour, par exemple, investir dans les infrastructures, augmenter les dépenses de défense et renforcer son soutien à l'Ukraine. Il pourrait ainsi relancer l'économie allemande qui patine et se contracte depuis 2 ans et soutenir plus efficacement Kiev. Et c'est pourquoi non seulement l'euro se maintient, tandis que les actions allemandes consolident leur récente remontée, mais presque tous les dirigeants européens ont fait référence à une Europe forte dans leurs félicitations. Quoi qu'il en soit, Merz affirme désormais vouloir conclure les négociations de coalition dans les 2 prochains mois, ce qui est un délai ambitieux pour l'Allemagne, surtout après une campagne aussi éprouvante. Mais Merz n'a pas beaucoup de temps, comme il le dit, le monde ne nous attendra pas. Concluons avec un vainqueur autoproclamé, Donald Trump, qui n'a pas tardé à tweeter ses félicitations, soulignant le fait que Merz et lui ont tous deux ramené au pouvoir des partis de droite et décrivant le résultat comme un grand jour pour l'Allemagne et pour les États-Unis d'Amérique. Ce qui était un peu surprenant, après que ses proches, dont Elon Musk et le vice-président Vance, ont soutenu l'AfD de diverses manières. Mais la réponse de Merz fut sèche. Il a déclaré à la télévision qu'après les dernières déclarations faites par Donald Trump la semaine dernière, il est clair que les Américains, en tout cas ces Américains, cette administration, ne se soucient pas pour la plupart du sort de l'Europe d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la priorité absolue est que les Européens communiquent et soient unis et parviennent à une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est une déclaration
historique de la part de Berlin en réponse aux propos eux aussi historiques de Washington ces dernières semaines. Et si les derniers messages de Trump ci-dessus peuvent laisser espérer que Washington et Berlin peuvent encore trouver un terrain d'entente sur les dépenses de défense, l'énergie et peut-être même la Chine, le premier mois de mandat de Trump a déjà suffisamment ébranlé un Merz pro-OTAN pour le convaincre que l'Allemagne, pourtant méfiante à l'égard de l'euro et d'une défense commune, a désormais vraiment besoin de plus d'Europe et de se rapprocher de ses voisins. Continuons par la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a profité de son discours annuel pour réitérer son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en promettant une aide supplémentaire face à la hausse du coût de la vie dans son pays. Son premier conseiller politique a quant à lui déclaré lors d'une importante conférence conservatrice américaine à Washington qu'en travaillant avec Trump et ses alliés, nous pourrons sauver la civilisation occidentale ensemble. Achevons avec l'Asie-Pacifique. La Chine a accusé l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'avoir exagéré leur réaction et leur choc en réponse aux exercices navals à tir réel menés par Pékin dans les eaux entre les deux alliés des États-Unis vendredi et samedi dernier. Ces exercices qui ont obligé des vols commerciaux à se détourner de la région étaient probablement conçus pour démontrer la puissance de Pékin dans le Pacifique Sud tout en testant une éventuelle réponse américaine. Pas de réponse publique de la Maison-Blanche ou du Pentagone pour l'instant. Enfin, au Cambodge, les autorités locales ont annoncé que les opérations de déminage reprendraient après que Washington a accordé une dérogation aux coupes budgétaires en cours de l'USAID. Le Cambodge avait pour objectif d'éliminer les mines de son territoire d'ici à 2025, mais il a repoussé l'échéance de 5 ans en raison de problèmes de financement et de nouvelles découvertes de mines terrestres. Et voici pour ce 131e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 2 choses. Gardez votre bonne mine, n'en déplaise au gouvernement cambodgien, mais surtout d'écouter les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, IET, 3A, Hydrac, Subdecom ou Vivamundi, qui devraient vous éclairer, vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter, partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.